chi, le yoga, la méditation, etc. Ça, c'est un yogi que j'ai rencontré. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec la synchronicité. Est-ce que quelqu'un connaît le terme synchronicité? Ashton, tu connais? La synchronicité, c'est un concept que Carl Jung a découvert et a expliqué. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que dans la vie, il y a des choses qui sont reliées avec nos pensées, avec nos rêves. En fait, ils se sont rendus compte avec ces patients qui avaient des rêves, et des situations dans leur vie qui correspondaient à leurs rêves. Et donc, son explication principale était, il y a une énergie qui n'est pas matérielle, qui influence le monde matériel. Il y a des choses, que ce soit des pensées, des énergies, qui ont une influence sur le monde matériel. Par exemple, vous pensez à quelqu'un, peut-être ça vous est déjà arrivé en fait. Vous pensez à quelqu'un, la personne vous appelle. Oui. Hein? Ou on le fait, on le voit le lendemain. Exactement. Voilà. Donc pour Carl Jung, pour beaucoup de traditions spirituelles, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. C'est pas juste une coïncidence. La différence entre la coïncidence et la synchronicité, c'est que la coïncidence, c'est plus ou moins lié au hasard. La synchronicité, c'est qu'il y a un lien plus profond qu'on ne voit pas, mais il y a un lien entre cette coïncidence et la vie qu'on vit. Donc il appelle ça des coïncidences significatives, qui ont une signification pour nous. Donc, je raconte l'histoire, je suis parti là-dessus, de Gopin. J'étais dans un endroit en Inde, dans le nord de l'Inde, dans les montagnes, et puis j'avais passé 2 semaines là-bas, et je cherchais justement un maître spirituel dans le yoga. Et il y avait tout un tas de cours qui étaient très commerciaux, etc. Donc j'avais pas le ressenti que c'était quelque chose pour moi. Et puis je me suis dit, bon, je vais partir d'ici, je vais aller ailleurs, peut-être que c'était pas ici, au final, j'ai eu l'instinct de venir là, mais bon. Et donc je pars dans les montagnes, je me perds, et puis j'arrive devant une petite maison au milieu de la forêt, et j'étais perdu comme ça au milieu du chemin, et là il y a une copine qui descend de son chemin, et qui me dit, vous cherchez des cours de yoga? Je dis, pas spécialement, j'étais venu ici pour ça, mais là j'allais partir, il me dit, je donne des cours de yoga, viens dans ma hutte demain. Il parlait français? Non, il parle anglais. En Inde, c'est en anglais, donc j'avais la chance qu'il parlait en anglais et de pouvoir parler en anglais aussi. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Gopin, et je suis resté dans cette petite hutte au milieu de la forêt pendant 5 semaines pour apprendre avec lui le yoga. Et donc la vie m'a donné ce que je cherchais à ce moment-là. C'est un petit peu différent de ça. Dans les ermitages, ça va être plus les moines qui vivent dans des ermitages. Les yogis, souvent, particulièrement en Inde, ils vivent vraiment tout seuls, reclus au milieu de nulle part. Souvent, c'est comme ça qu'ils vivent. Donc il avait une maison comme ça avec 4 murs. Hein, vous voyez son lit derrière, pour vous donner une idée. Et il relevait son lit pour qu'on puisse faire le yoga dans sa maison. Et puis au final, j'ai dormi, je suis resté avec lui. Il y avait une autre petite excroissance de la maison, donc je suis resté sur place. Pardon? En France, c'est pas possible. De vivre comme ça? J'ai été dans quelques lieux, il y a des gens qui vivent assez reclus. On a une amie avec Ashton qui vit pas très loin d'ici, qui vit dans une yourte, et elle a mis sur le terrain d'une amie elle. Elle a vu un peu comme ça, c'est pas une yogi, mais elle a juste envie de sa yourte. Et donc elle vit sur un terrain comme ça, il n'y a pas d'eau, enfin il y a la rivière, mais il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien, et elle vit sur un bout de terrain dans sa yourte. Ah oui, j'en ai rencontré plein d'autres qui vivent. Des communautés, après c'est plus facile en communauté, mais il y a des gens qui vivent comme ça aussi tout seuls, ça marche très bien. Et puis après j'ai traversé l'Inde, j'ai été dans différents monastères. Ça c'est le monastère du Dalai Lama, vous avez entendu parler? Oui, tous les dimanches matin. À 8h30 sur la 2, il y a un cours de... D'accord, de méditation, de bouddhisme. D'accord. Dimanche, il y a une émission spéciale religion. On sort comme le dimanche, et ensuite il y a une émission sur l'art. Et après, il y a la messe. Oui, non, il y a pas de messe, il y a d'autres messes. Après, il y a la messe à 11h. Donc vous regardez de temps en temps. Donc voilà, j'étais dans ces monastères avec le Dalai Lama et d'autres moines où ils vivent. Ça c'est dans le nord de l'Inde aussi. Celui-là c'est au Népal, à Katmandou, à côté de Katmandou, il y a un monastère sur les hauteurs au Népal. Et là c'est avec un moine où j'étais, après quelques mois de voyage en Inde et au Népal, j'ai escaladé les montagnes, j'ai fait ce que j'avais envie de faire en Inde. Et j'ai rencontré, pareil, une coïncidence un peu, quelqu'un qui m'a dit, j'ai été au Sri Lanka, il y a des monastères, on parlait de méditation, vraiment de la tradition que je recherchais. Et donc j'ai dit, bon, bah, je vais au Sri Lanka et on verra ce qui se passe. Et j'ai trouvé un monastère sur Internet, et la personne chez qui j'ai été logé au Sri Lanka m'a dit que sa maman avait une maison, un kuti, ils appellent ça, c'est des toutes petites huttes aussi là-bas, au Sri Lanka. Donc je suis allé dans ce monastère, et là je suis resté 4 mois avec des moines bouddhistes pour méditer, pratiquer leur technique, apprendre un peu plus profondément du bouddhisme, etc.
du côté de l'Odève, là, Roqueredon. Oui, oui. C'est un gros temple bouddhiste tibétain. Oui, on était passé. Il y a quelqu'un de Rieux qui a adopté les petites du Sri Lanka. Du Sri Lanka? Oui, j'aimerais bien parce que là. Ouais. Quel âge elle a? Oh, elle a 25 ans. D'accord. Mais Ça fait après, longtemps ils y vont de temps en temps. Ah, génial. Ça, c'est en Inde, c'est des lieux typiques. Ici, et pour la nourriture, comment vous faites? Vous allez quêter ou... Alors, dans les moines, dans les monastères, c'est ce que font les moines. Ils vivent comme les moines vivaient à l'époque du Bouddha. Donc, soit les gens leur amènent de la nourriture, soit ils viennent avec un bol et puis ils marchent. Donc, nous, en tant que personnes laïques, on n'est pas supposé, parce que les gens ne savent pas qu'on est des moines, donc ils ne vont pas nous donner à manger. Par contre, c'est comme ça qu'ils reçoivent à manger dans les monastères. On attend qu'on nous donne à manger. On ne mange pas après 12 heures, après midi, il n'y a plus à manger. La plupart des moines ne mangent qu'une fois. Il y a les règles, on peut manger 2 fois, mais à midi, il n'y a plus à manger. Donc on s'adapte aussi. Et c'est 12 heures à quelle heure? Jusqu'au lendemain matin. Ça fait partie d'ailleurs des choses au niveau santé qui ne sont pas reliées au bouddhisme et qui peuvent nous aider énormément. On va en parler un petit peu. De laisser le corps se reposer pendant une longue période pour se nettoyer. Il n'y a pas vu que les obèses avaient des ventres pendant 30. Oh, il y en a quelques-uns, parce qu'ils reçoivent beaucoup de sucreries et de choses pas très saines. Mais en tout cas, ils mangent moins qu'on mange. Donc ça va Varanasi en Inde, c'est quelques lieux typiques. Je me suis aussi occupé d'enfants dans des orphelinats et puis des centres où ils s'occupent des enfants dont les parents travaillent de trop, donc ne peuvent pas s'en occuper. Donc il y a tout un tas d'associations qui s'occupent. Ça, c'est des enfants tibétains qui sont réfugiés en Inde, donc qui n'ont rien avec les parents. Et puis j'ai été dans quelques lieux comme ça pour passer un peu de temps avec eux. J'ai mis ces photos parce que j'aime bien leur visage, ils sont magnifiques. Ça, c'est comme ça qu'on enterre les personnes mortes en Inde. Carrément comme ça. Donc ils les mettent sur un bûcher, ils leur mettent un drap par-dessus, et puis ils les font brûler. Et une fois que c'est brûlé, ils les lancent dans le Gange, qui est leur rivière. Et ils se baignent dedans. C'est ça. Donc cet endroit-là où j'ai pris la photo, en fait, il y a 5 ou 6 lieux comme ça, et ça brûle tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un, il y a des cérémonies, ils arrivent avec le corps, ils le mettent, ils le font brûler. Voilà. C'est une autre manière de concevoir la mort. Évidemment, les lieux un peu plus difficiles, avec les enfants, etc., qui n'ont pas d'argent, qui nous montrent aussi une autre façon de vivre, et puis qui nous font ressentir. Est-ce que tu sais s'ils attendent un certain temps avant d'évoluer? C'est une bonne question, je ne suis pas sûr. Dans le bouddhisme tibétain, il y a un temps de 7 jours, parce qu'il y a une méthode particulière qui fait que le moine, s'il a atteint un certain état, en fait, il dissout son corps. Là, on rentre dans des trucs un peu ésotériques. Donc il y a ça dans le bouddhisme tibétain, de laisser le corps pendant plusieurs jours sans y toucher. Je ne sais pas, ça c'est de l'hindouisme. En Inde, c'est principalement l'hindouisme. Je ne sais pas s'il y a la même règle. Là, c'est au Népal. J'ai escaladé quelques montagnes. Les Annapurna, derrière moi, qui sont les montagnes de l'Himalaya. L'Everest. Ça, c'était un rêve aussi que j'avais. Quand j'étais jeune, j'avais vraiment cette image dans ma tête d'avoir le sac à dos et d'aller dans ces montagnes. J'ai passé 3 semaines dans les montagnes autour de l'Everest à traverser les vallées, simplement, parce que c'était mon rêve. Et puis j'y suis allé sans me poser la question si je pouvais le faire, si je ne pouvais pas le faire. Les gens m'ont dit tu ne peux pas y aller sans guide, etc. J'y suis allé avec mon manger dans mon sac et puis je suis parti. Ça, j'aime bien inspirer les gens. Il y a plein de gens qui ont des rêves et qui ne le font pas parce qu'ils croient que c'est pas faisable. Et en fait, vraiment, n'importe qui avec un minimum de préparation mentale et physique peut faire toutes ces choses-là. On évite de dissuader de Machu Picchu, Ah oui. Ça, j'avais aussi l'image des Mayas, vous savez, un peu tout ce truc qu'on a en tête avec les films. J'y suis allé le plus tôt possible le matin. J'étais à l'ouverture, j'ai couru parce que tu dois monter à pied. Et je suis arrivé avant tout le monde, j'ai pu faire une photo assez rare. Une photo avec personne, ça faut le